Un souvenir parfait d'une famille dormant paisiblement sous une lumière chaude. Mais le rêve se brise alors que la voix d'une enfant appelle désespérément son papa. Mina essaie de réveiller son père, son petit corps tremblant d'une peur absolue. Il marmonne pour dormir encore, complètement inconscient du cauchemar dans lequel il se trouve. Un monstre terrifiant à la gueule béante fonce droit sur la petite fille. En un éclair, les yeux du père s'ouvrent avec une vitesse terrifiante et inhumaine. Il protège Mina avec son corps, ses mains agrippant le crâne de la créature. Avec une décharge de puissance brute, il fracasse la tête du monstre contre le sol. Sa main se referme sur un éclat de bois tranchant, une arme de fortune. Il enfonce le pieu dans le visage de la créature sans la moindre hésitation. L'attaque brutale atteint sa cible avec un impact écœurant et final. Il se dresse au-dessus du monstre abattu. Sa fille, maintenant inconsciente derrière lui, reprenant son souffle, il voit un reflet étrange et déformé de lui-même. L'image qui le fixe n'est pas la sienne, mais une version tordue et monstrueuse. Son visage est un crâne terrifiant aux orbites vides et aux dents brisées. Sa propre expression choquée se superpose à celle de la goule dans le verre. L'illusion terrifiante se brise en 1000 morceaux tranchants. Soudain, un autre monstre jaillit du miroir brisé et le plaque. Il est projeté au sol, immobilisé par ce nouvel et puissant assaillant. La prise de la créature se resserre autour de son cou, l'écrasant avec une force immense. Il se débat désespérément, attrapant une poignée de cheveux du monstre. La créature grogne, ses yeux morts le fixant avec une haine froide. Elle lui grogne dessus, lui disant de simplement abandonner et de perdre connaissance. Il se demande s'il est même possible d'assommer quelque chose qui n'est pas vivant. Une soudaine montée d'adrénaline lui permet de retourner le monstre par-dessus sa tête. La pièce est soudainement silencieuse. Avec 2 corps gisant immobiles sur le sol, il regarde ses mains avec horreur, se demandant s'il l'a vraiment tué. La tête tranchée de la créature gît immobile, ses yeux sombres et sans vie. Mais alors, sa mâchoire se met à claquer et à bouger, un son terrifiant et contre nature. Son sang se glace alors qu'il réalise que le monstre est encore en vie d'une manière ou d'une autre. Mina lui fait signe de se taire frénétiquement et il s'excuse, son esprit totalement confus. Il prend enfin conscience de son environnement, un grand magasin qu'il ne reconnaît pas. Une vague de panique le frappe alors qu'il comprend qu'il a perdu la mémoire. Une vision terrifiante d'être entouré par les morts lui traverse l'esprit. Ils sont dans une boulangerie française, un décor bizarre pour ce cauchemar éveillé. Il aperçoit un zombie solitaire à proximité, dansant bizarrement sur une musique inaudible. Il semble que tout un groupe d'entre eux soit piégé dans une transe étrange et rythmée. Le monstre dansant se balance juste devant leur seule voie de fuite. Serrant Mina dans ses bras, il se lance dans une course désespérée pour passer devant la créature distraite. Mais le bruit de ses pas alerte toute une horde de monstres. Son visage est un masque de détermination farouche alors qu'il court pour sauver leur vie. Devant lui, il aperçoit un couloir avec un panneau de sortie lumineux, une lueur d'espoir. Le panneau est fissuré et cassé, un sombre présage de ce qui se trouve au-delà. Il court à une vitesse impossible, une étrange aura noire traînant à ses pieds. Il claque la porte juste au moment où une main griffue frappe dans le vide. Avec ses dernières forces, il pousse un lourd canapé pour bloquer la porte. Il s'appuie contre le mur, haletant dans cette sécurité temporaire. Mais un frisson soudain parcourt son échine, son instinct lui hurlant de fuir. Il se retourne pour voir un soldat assis silencieusement dans les escaliers, l'observant. Mina regarde avec incrédulité, totalement confuse par cette nouvelle personne étrange. Le soldat offre un sourire sinistre, son visage bourdonnant de petites mouches. Il explique que c'est la nouvelle réalité, que la plupart de l'humanité a disparu. Le père demande à utiliser le téléphone du soldat pour savoir si sa femme est en sécurité. Le soldat dit qu'il monte sur le toit pour l'équipement satellite. Il demande comment le soldat pourrait connaître le numéro de sa femme. Le soldat précise qu'il parlait de contacter la base militaire, pas elle. Bien que profondément méfiant, la pensée de sa femme le pousse à avancer. Il accepte le plan, et le sourire du soldat s'élargit de satisfaction. Ils atteignent la porte du toit, marquée d'un panneau PH cassé. Il exprime son inquiétude quant à la présence d'autres monstres, mais le soldat semble confiant. Le soldat prétend avoir la jambe blessée et lui demande d'ouvrir la porte. Il dit à Mina de rester avec le soldat, ignorant ses protestations terrifiées. Prudemment, il entrouvre la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Le toit est complètement envahi par une mer immense et sans fin de zombies. Il se retourne, réalisant que le plan du soldat était un mensonge complet. Il ressent une douleur soudaine et vive sur le côté et baisse les yeux, choqué. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité, alors qu'il comprend l'horrible vérité. Le visage du soldat est tordu en un sourire malveillant et triomphant. Le soldat le pousse en avant, une trahison brutale l'envoyant à la horde. Il attrape le bras du soldat, refusant d'être sacrifié si facilement.
Avec une vague de fureur, il tord le bras du soldat dans une lutte désespérée. Le visage du soldat se crispe de douleur, révélant une série de dents acérées. Un coup de feu explose dans la cage d'escalier alors qu'une balle lui déchire la jambe. Le soldat vise pour l'achever alors qu'il recule sous le choc du tir. Il écarte le fusil d'un coup de poing désespéré et de la dernière chance au visage. Sa main arrache les plaques d'identité du cou du soldat alors qu'il tire avec l'arme. La puissante détonation envoie le soldat voler en arrière dans les escaliers. Les balles lui déchirent le corps, mais une étrange énergie blanche le protège. Mina crie de terreur, tendant la main vers son père alors qu'il tombe. Les zombies murmurent un secret glaçant, révélant que les enfants sont immunisés contre le virus. Il analyse ces mots glaçants, réalisant que les enfants sont maintenant une marchandise précieuse. Le soldat explique que dans ce nouveau monde, les humains sont tout aussi dangereux que les infectés. Les larmes coulent sur le visage de Mina, alors que la terrifiante réalité de sa situation s'installe. Il réalise avec une horreur grandissante que l'humanité a peut-être toujours été aussi monstrueuse. Sa seule pensée est de repasser la porte, de retrouver sa fille. Il jette tout son poids contre la porte, essayant désespérément de rentrer. Une créature massive l'attrape par derrière, lui hurlant d'ouvrir la porte. Il est entraîné de nouveau dans la horde, sa seule voie de fuite maintenant impossible à atteindre. Le toit est une masse grouillante de corps, tous se ruant sur l'unique entrée. Il est complètement submergé dans la mer de monstres, leurs mains partout sur lui. Les créatures le griffent et le mordent, essayant de le démembrer. Une main squelettique lui saisit le visage. Sa poigne, comme un étau d'os froid, est mort. Il repousse le monstre avec une décharge de force alimentée par l'adrénaline, mais une autre créature massive l'attrape, son poing de pierre levé pour frapper. Quelque chose en lui se brise, et un pouvoir sombre et terrifiant s'éveille dans son œil. Une mâchoire monstrueuse apparaît dans son esprit, une vision de son propre pouvoir caché. Il déchaîne une vague d'énergie pure et destructrice de son corps. La force de l'explosion envoie toute la horde de zombies voler loin de lui. Il trébuche, le contre-coup de son propre pouvoir le laissant faible et ensanglanté. Il titube sur le toit maintenant vide, des corps et des membres éparpillés partout. Debout au bord, il sent une étrange énergie parcourir ses veines. Son œil rougeoyant balaie la ville désolée en contrebas, à la recherche de sa fille. Il aperçoit le soldat traître bien en dessous, tenant Mina et courant vers un camion. Le sang goutte de son œil alors qu'il regarde en bas, son expression se durcissant. Il les voit dans la rue en dessous, sur le point de s'échapper avec sa seule famille. Son esprit hurle son nom, un cri désespéré que lui seul peut entendre. Mina et le soldat lèvent les yeux, voyant une silhouette tomber du ciel. Il se fait la promesse qu'il vient la sauver. La dernière chose qu'il voit est le visage terrifié de Mina avant d'être consumé par la rage. Un cri furieux s'échappe de sa gorge alors qu'il plonge vers le sol. Les soldats en bas lèvent les yeux, choqués, se demandant ce qui tombe vers eux. L'un d'eux pense que c'est un infecté qui a appris à se suicider. Il fonce vers le pavé comme un météore humain, une traînée de mouvement. Ses mains touchent le sol en premier, absorbant l'impact impossible. Le béton se brise à son atterrissage, l'onde de choc se propageant vers l'extérieur. Son œil brillant fixe droit devant, complètement indemne de la chute massive. Sa main se serre, les veines saillantes alors qu'il se prépare à déchaîner sa fureur. Une énorme explosion de poussière et de débris jaillit du point d'impact. Le soldat commente le bruit, totalement inconscient de ce qui vient de se passer. Soudain, ils se retournent tous, choqués, en le voyant émerger de la poussière. Il se met à sprinter, une terrifiante traînée de vitesse et de puissance brute. Le visage du soldat se tord d'incrédulité et de terreur absolue. Il leur crie de le sauver, de jeter l'enfant comme une distraction. Le soldat en chef ouvre le feu, déchargeant une pluie de balles directement sur lui. Il esquive la première volée de tirs avec une agilité et une vitesse inhumaines. Il les avertit que leurs tirs imprudents vont toucher autre chose. Le soldat en chef frappe son subordonné, lui ordonnant de tirer à sa place. Le jeune soldat vise, ses mains tremblant alors qu'il se concentre sur la cible. Il aligne le tir, le visage déterminé du père parfaitement dans sa ligne de mire. Les balles lui déchirent les jambes et le torse, mais il ne bronche même pas. Il serre les dents malgré la douleur, ses jambes ne s'arrêtant jamais dans leur charge. Les soldats regardent avec horreur l'homme supposément infecté continuer d'avancer. Il poursuit sa course implacable, réduisant la distance avec le camion. Mina leur crie d'arrêter, se débattant contre l'emprise du soldat. Une balle finit par atteindre sa tête, le faisant tituber au sol. Voyant leur chance, le soldat en chef demande une grenade pour l'achever. La grenade décrit un arc dans les airs, atterrissant juste à côté de son corps tombé. Ses yeux s'écarquillent en voyant le petit explosif rouler vers lui. Une énorme explosion engloutit la rue, envoyant des éclats partout. Mina crie d'horreur, tendant la main vers son père au cœur de l'explosion.
Les soldats ne peuvent que regarder, choqués, alors que le camion s'éloigne de la scène. Il ne reste qu'un cratère fumant et une seule main coupée. Il gît brisé dans la zone de l'explosion, son corps mutilé au-delà de toute reconnaissance. Avec sa dernière once de force, il murmure le nom de sa fille. Les zombies qui ont été dispersés par son atterrissage commencent lentement à s'approcher de lui. Ils se traînent vers son corps immobile, attirés par l'odeur du sang. Mais une étrange énergie noire commence à s'échapper de son bras coupé, le reconstituant. Les monstres semblent communiquer, leurs grognements sourds formant un étrange bourdonnement. Son bras se rattache miraculeusement, la chair et les os se régénérant instantanément. Une grande silhouette sombre se tient au-dessus de lui, observant le phénomène bizarre. Il se baisse et ramasse la plaque d'identité qui est tombée de sa main. Il entend la voix de Mina l'appeler d'un souvenir lointain et magnifique. Elle lui rappelle une promesse, qu'ils se sont faites d'aller jouer dehors ensemble. Un seul œil rouge s'ouvre brusquement, rempli d'une détermination brûlante et renouvelée. Il se redresse d'un coup avec un hoquet, sa chemise complètement déchirée. Ses yeux parcourent la pièce avec confusion, la sueur coulant sur son visage. Il regarde ses mains, puis la plaque d'identité du soldat qui l'a tué. Un grand homme en salopette lui demande s'il est enfin sorti de son sommeil. L'homme explique qu'il l'a amené ici, après l'avoir vu être traité si brutalement. Il dit que la zone est sûre, et lui dit de ne pas s'inquiéter. L'homme crie qu'un corps humain lui manque, mais pas comme ça. Il est allongé sur le sol, hébété, complètement abasourdi par l'attaque soudaine. Les puissants muscles du père se tendent, alors qu'il se prépare à frapper à nouveau. Avec un craquement écœurant, il brise le bras de l'homme d'un coup de pied brutal. Il continue l'assaut, exigeant de savoir pourquoi il a été amené ici. Son œil rougeoyant s'écarquille de choc en réalisant que la créature parle. Il se demande s'il a acquis la capacité de comprendre leur étrange langage. L'homme explique qu'il l'a amené ici après l'avoir trouvé inconscient. Ils sont sur un petit radeau au milieu d'un bassin sombre et trouble. L'homme étrange lui demande s'il a encore tous ses souvenirs d'humain. Il exige de connaître l'emplacement de la base militaire la plus proche. Il s'excuse pour le bras, supposant qu'il se régénérera comme le sien. L'homme révèle une vérité terrifiante, qu'ils ne guérissent ni ne se régénèrent pas. Ils sont forcés de continuer à vivre dans l'état brisé où ils se trouvent. Il baisse les yeux sur ses propres mains, réalisant à quel point il est vraiment différent. L'homme dit qu'il n'a lui non plus aucun souvenir de sa vie humaine passée. Il dit au père qu'il est le premier qu'il rencontre qui se souvient. Ils étaient autrefois humains, mais maintenant ils sont tout autre chose. Il voit son propre reflet dans l'eau sombre, il n'est plus humain. Le père dit qu'il doit partir, que sa fille l'attend. L'homme le regarde, notant ses souvenirs humains uniques et sa régénération. Il pose une question glaçante. Est-il un humain ou l'un des leurs? Il dit que cela n'a pas d'importance, qu'un cœur humain le rend trop dangereux. Tout comme les humains ne peuvent pas facilement s'entretuer, les infectés non plus, mais la façon dont il a attaqué prouve qu'il est plus proche d'un humain qu'eux. L'homme lui dit qu'un esprit brisé ne le tuera pas comme il le ferait pour un humain. Il se gratte la tête, essayant de trouver quoi faire ensuite. Il lui demande une dernière fois s'il oubliera sa fille et restera avec eux. La réponse du père est froide et absolue. Il ne pourrait jamais faire ça. L'homme l'avertit que son désir les mettra tous en danger, alors il doit mourir. Il décide qu'il nagera s'il le faut, fatigué de cette conversation inutile. L'homme est assis en silence, regardant ses cannes à pêche avec une concentration calme. Soudain, l'un des flotteurs est violemment tiré sous l'eau sombre. Une créature terrifiante jaillit des profondeurs, les mâchoires grandes ouvertes. Une horde d'autres zombies se tient immobile dans l'eau trouble. La bête massive s'élance en avant, ses nombreuses mains se tendant vers lui. D'étranges projectiles noirs jaillissent, se collant à sa poitrine et à ses épaules. Il est pris au centre du bassin, complètement entouré d'ennemis. Les autres zombies se contentent de regarder depuis les coulisses, sans faire le moindre geste pour aider. Il baisse les yeux, confus, alors que les zombies commencent à s'enfoncer dans l'eau. Les créatures disparaissent sous la surface, le laissant seul avec la bête. Il se retourne vers l'homme, son visage un masque de confusion et de trahison. L'homme qui l'a sauvé le regarde maintenant, avec un calme troublant. Un énorme sourire aux dents cassées s'étale sur le visage de la créature. Il comprend enfin que toute cette situation était un piège élaboré. Il menace de briser l'autre main de l'homme pour le faire entendre raison. L'homme dit de manière énigmatique qu'il est plus important de prendre le bon chemin. Un autre zombie apparaît, rampant sur le radeau comme un serviteur loyal. Il explique qu'il est impossible d'aller directement à la base à cause d'une bête. Les autres zombies chuchotent à propos du bras cassé du capitaine, visiblement effrayés. Ils demandent s'ils doivent vraiment aller au bout de ce plan dangereux. Ils regardent avec confusion les zombies former un motif synchronisé bizarre. Un zombie saute soudain de l'eau, hurlant en attrapant une échelle. Il se précipite sur lui avec un cri terrifiant, se jetant droit sur lui.
L'homme prétend que c'est un malentendu, essayant de calmer la situation. Il repousse le zombie attaquant d'un coup de pied, mais il revient sans cesse. L'homme explique que certains d'entre eux ont de l'intelligence, alors que d'autres non. D'autres ne sont poussés que par l'instinct et la faim, ce qui les rend imprévisibles. Ils peuvent même attaquer les leurs sans se rendre compte de ce qu'ils font. Il suggère que la forte odeur humaine du père est ce qui les rend fous. Il baisse les yeux sur la salopette qu'il porte, un regard suspicieux sur le visage. L'homme a l'air nerveux, transpirant en essayant d'expliquer la situation. Il supplie le père de lui faire confiance, montrant son bras cassé comme preuve. Peu importe la force de l'ennemi, il a juste besoin de trouver Mina. Il déclare qu'il mettra en pièces tout ce qui se mettra sur son chemin. Son œil rougeoyant se fixe sur l'homme, sa patience complètement à bout. L'homme désigne un groupe de zombies debout dans l'eau. Il donne un ordre étrange, disant à l'un d'eux de se déshabiller. Le zombie à la tête de boîte a l'air embarrassé, couvrant sa poitrine sous le choc. Il entre dans un tunnel sombre et voûté, le seul chemin à suivre. Ses yeux se plissent, sentant une présence puissante dans l'obscurité devant lui. Un monstre massif ressemblant à un gorille est assis là, serrant un paquet de mains coupées. Il réalise d'un coup que ce doit être la créature dangereuse. L'homme explique que c'est le gardien du chemin direct. Il traduit le grognement sourd du gorille comme un avertissement de ne pas entrer sur son territoire. Un autre grognement est une promesse qu'il ne le poursuivra pas s'il fait demi-tour maintenant. Il ignore l'avertissement, sa main bougeant à une vitesse fulgurante. Il frappe le gorille de côté, l'envoyant rouler dans la lumière. Son propre grognement signifie qu'il va passer pour retrouver Mina, quoi qu'il arrive. Il traverse le tunnel pour entrer dans un club bizarre rempli de zombies en fête. Le club est rempli d'infectés, tous dansant sur un rythme silencieux et inaudible. 2 d'entre eux exécutent une routine bizarre et parfaitement synchronisée sur la piste de danse. L'un des zombies se met à twerker, alors que les autres l'acclament avec enthousiasme. Le mouvement est d'une fluidité troublante, presque hypnotique dans son étrangeté. Il semble apprécier l'attention, son visage mort montrant diverses émotions. Il a un flashback du premier coup de poing puissant du gorille qu'il a envoyé voler. La bête massive avait facilement balayé les autres zombies comme s'ils n'étaient rien. Mais il serre les dents, son propre pouvoir monstrueux brûlant dans son œil démoniaque. Le gorille charge à nouveau, mais cette fois il part le puissant coup de poing de front. Son visage est un masque de concentration pure, alors qu'il arrête net le poing massif. Alors que le gorille lui saisit la gorge, un souvenir ridicule lui traverse l'esprit. Il se souvient soudain d'un vieil article de blog absurde sur la façon de combattre un gorille. La première étape du guide était d'appâter l'animal et de plonger sous son bras. L'étape finale était de monter sur son dos et d'appliquer un étranglement arrière. Il essaie désespérément la technique du blog, mais ça ne marche pas du tout. La force de leur lutte les fait s'écraser contre l'entrée du club. Le mur derrière l'enseigne du club commence à se fissurer sous l'impact incroyable. Des fractures en toile d'araignée se propagent sur le béton alors que la pression s'intensifie. Il est violemment projeté contre le mur, tout le poids du gorille l'écrasant. Le sang coule de sa bouche, mais ses yeux sont toujours remplis de défis. Il se souvient des paroles glaçantes du vieil homme, que ces créatures ne se régénèrent pas. Le gorille lève son bras pour un dernier coup à la tête, fracassant les os, mais il attrape le poing, disant à la bête qu'ils ne sont pas les mêmes. Il avertit la créature que, contrairement à lui, son bras cassé ne repoussera pas. Un sourire sanglant et terrifiant s'étale sur son visage, alors qu'il se prépare à contre-attaquer. Avec une décharge de sa propre force inhumaine, il commence à tordre le bras. Dans une gerbe macabre de fluide noir, il arrache net le bras du gorille. Le gorille regarde son épaule vide avec choc, gémissant d'agonie. Il se dresse au-dessus de la bête vaincue, reprenant son souffle après le combat brutal. Le gardien autrefois puissant n'est plus qu'une créature brisée sur le sol. Ses yeux ne sont plus remplis d'agressivité, mais de peur et de douleur. Il lui demande s'il veut encore se battre, l'avertissant qu'il l'achèvera. Son œil rougeoyant s'enflamme, une promesse de la destruction qu'il peut déchaîner. Soudain, 2 créatures plus petites ressemblant à des gorilles apparaissent, l'air terrifié. Elles se précipitent aux côtés de la plus grande bête, gémissant d'inquiétude. Le gorille vaincu les attire dans une étreinte protectrice, les protégeant. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il réalise que ce monstre ne faisait que protéger sa famille. Il se détourne, le feu brûlant dans ses yeux s'atténuant un instant. Il passe devant eux sans un mot de plus, laissant la famille brisée derrière lui. Sa concentration revient à sa mission unique, trouver sa fille à tout prix. Il aperçoit un poste de contrôle militaire devant lui. Son prochain et plus dangereux obstacle. Voyant la haute clôture, il attrape un zombie à proximité pour s'en servir d'outil. Il lance la créature directement sur la clôture de barbelés acérés. Utilisant le corps empalé comme plateforme, il saute facilement par-dessus le mur.
Un soldat au poste de contrôle se retourne, alerté par l'étrange cri strident. Il apparaît silencieusement derrière le garde, sa présence passant totalement inaperçue. Il attrape le soldat, exigeant de savoir ce qu'il est advenu de l'homme qui a pris Mina. Le soldat se débat, réalisant qu'il ne peut pas obtenir un angle de tir clair. Il force le fusil du soldat vers le haut, tirant une rafale de coups de feu en l'air. Le soldat s'effondre au sol, le traitant de psychopathe et suppliant pour sa vie. Il dit au soldat qu'il n'est pas là pour lui. Il cherche des gens. Une image de sa fille bien-aimée Mina traverse son esprit déterminé, suivie d'un souvenir de sa belle femme, Seola, lui tendant la main. Les coups de feu attirent plus de soldats qui l'entourent, exigeant sa reddition. Sa rage finit par déborder, son œil brillant d'une lumière cramoisie terrifiante. Il pense à l'homme responsable de tout ça, celui qui a pris sa fille. Les soldats ne peuvent que regarder, sous le choc et la terreur absolue. Dans une traînée de mouvements terrifiantes, il se lance directement dans leur rang. Il attrape le soldat en chef par la tête et le fracasse brutalement contre le pavé. Le soldat suffoque, son visage un masque de pure douleur et d'incrédulité. Il se penche près de lui, sa voix un grognement sourd exigeant qu'il lui ramène sa fille. Le soldat est trop brisé pour répondre, le sang coulant de son visage fracassé. Il murmure le nom de sa fille, sa rage se mêlant à une inquiétude désespérée. Il crie sur les soldats environnants, exigeant de savoir où elle est. Soudain, il sent l'acier froid d'un pistolet pressé contre sa tête. Un commandant lui demande pourquoi il chercherait sa fille dans une base militaire. Le commandant dit que l'homme qu'il cherche a aussi enlevé la fille du commandant. Il explique qu'il ne se soucie pas de ça, il est juste là pour trouver Mina. Le commandant le regarde avec suspicion, se demandant s'il est même humain. Il ne donne aucune réponse. Son regard froid fixé droit devant, le pistolet toujours sur sa tête. Il se souvient de la question du pêcheur, lui demandant s'il était humain ou l'un des leurs. Le commandant dit qu'il ne peut pas simplement croire son histoire incroyable. Il explique que le soldat traître prévoyait de vendre Mina à quelqu'un. Le visage du commandant se tord de confusion, demandant ce qu'il veut dire par là. Il dit au commandant de vérifier les plaques d'identité qu'il a prises comme preuve de son histoire. Le soldat au sol crie au commandant d'ignorer le psychopathe. Il essaie de lui tirer dessus à nouveau, mais son fusil ne fait qu'un clic, refusant de tirer. Le commandant arrache le fusil des mains de son subordonné avec frustration. Il souligne que la sécurité était toujours enclenchée, remettant en question sa compétence. Les autres soldats échangent des regards nerveux, ne sachant pas à qui faire confiance ni quoi faire. Un jeune soldat nommé Sasumin s'avance avec un rapport critique pour le commandant. Il confirme que le sergent Lee a bien ramené un enfant du grand magasin. La description du soldat de la fille, avec des couettes et un sweatshirt rose, correspond parfaitement. Il attrape le soldat qui l'a battu, exigeant de savoir où se trouve sa fille Mina maintenant. Il crie qu'il est son père, enragé par les mensonges du soldat sur son retour. Sasumin ajoute que s'il se dépêche, il pourrait encore trouver le sergent Lee. Le soldat à terre ordonne furieusement à Sasumin d'arrêter de parler et de tirer sur l'intrus. Avec un regard froid, le père attrape un autre soldat, sa patience complètement à bout. Le commandant l'avertit d'arrêter, disant que ses crises de colère retardent la recherche. La rage du père se calme légèrement alors qu'il réalise que le commandant a raison. Il admet à contre-cœur qu'il comprend la situation maintenant. Le commandant ordonne à tous ceux qui étaient en mission avec le sergent Lee de s'avancer. Ils confirment tous l'histoire de Sasumin sur le sauvetage d'une jeune fille du magasin. Les soldats expliquent que Lee a dit qu'il la ramènerait lui-même pour éviter les complications de la base. L'un d'eux ajoute que ce n'est pas la première fois que Lee agit sans faire de rapport. Le soldat battu essaie de défendre Lee, appelant cela une action préventive candidate. Le commandant le fusille du regard, disant que ce n'est pas une excuse pour sauter un rapport obligatoire. Le soldat accuse maintenant Sasumin de le piéger, lui et leur supérieur. Sans plus de mots, le père assène un coup de poing brutal au visage du soldat. Il enchaîne avec un puissant plaquage, projetant l'homme au sol. Le soldat gît inconscient, son visage en sang après l'attaque vicieuse. Le commandant le conduit dans un bâtiment voisin en direction de la salle de douche. On lui dit de se déshabiller pour qu'il puisse vérifier les blessures ou les morsures cachées. Le commandant note à quel point il est impressionnant qu'il soit complètement indemne après le combat. Il explique que c'est juste un protocole car beaucoup ont des morsures cachées et se sont transformés plus tard. Le commandant lui tend alors un cache-œil, lui disant qu'il doit le porter. Il l'avertit que se promener avec un œil rougeoyant, c'est chercher à se faire attaquer. Le père prend silencieusement le cache-œil, son expression froide et indéchiffrable. Il met le cache-œil, couvrant la partie monstrueuse de lui-même pour l'instant. Marchant dans le couloir, le commandant explique le plan pour un procès militaire. Une fois que Lee sera interrogé, ils lanceront une opération de sauvetage complète pour Mina. Il a tant de questions. Mais retrouver sa fille est la seule chose qui compte. Soudain, le son d'une explosion secoue tout le bâtiment.
Le commandant lui crie de rester sur ses gardes et de s'éloigner des fenêtres. Il appelle frénétiquement du soutien par radio, signalant que le sergent Lee s'échappe. Le père réalise que Lee n'a jamais été à l'infirmerie et qu'il prend la fuite. Par la fenêtre, il voit la Jeep défoncer le portail principal de la base. Il n'hésite pas une seconde, sa botte se dirigeant déjà vers la fenêtre. Il fracasse la vitre, ignorant les cris de surprise du commandant. Atterrissant sur le sol à l'extérieur, il se met immédiatement à sprinter à toute vitesse. Ses yeux sont rivés sur la Jeep qui s'échappe. Un regard de pure détermination. Le véhicule s'éloigne à toute vitesse, mais il se pousse à courir encore plus vite. Il sait que s'il les perd à nouveau, il ne reverra peut-être jamais Mina. Il serre les dents, hurlant qu'il ne peut absolument pas laisser cela se produire. Sassoumine apparaît sur une moto, promettant de ramener le sergent Lee, les yeux du soldat s'écarquillant de surprise lorsque le père apparaît soudainement derrière lui. Il saute à l'arrière de la moto, hurlant aux soldats de les rattraper. Il soutient que même si c'est plus lent à deux, c'est mieux que de courir. La voix du commandant crépite à la radio, demandant qui est sur la moto. Sassoumine rapporte qu'il est à la poursuite du véhicule en fuite du sergent Lee. Le commandant promet d'envoyer des renforts dès que possible. La transmission radio devient floue et déformée par les parasites. Un message urgent et entrecoupé parvient de les capturer et de les ramener. Le dernier mot qu'ils entendent est « priorité » avant que la radio ne se coupe complètement. Sassoumine accuse réception de l'ordre, tournant la poignée des gaz de la moto. Il fait vrombir le moteur et il s'élance dans les rues en ruine de la ville. Il fonce dans l'obscurité, la Jeep visible au loin. Il dit à Sassoumine d'utiliser le fusil sur son dos pour crever les pneus. Il attrape le fusil, se calant à l'arrière de la moto lancée à pleine vitesse. Son œil rougeoyant se concentre dans la lunette, verrouillant la cible. Il tire 2 coups de feu, des étincelles jaillissant alors qu'il touche la route près de la Jeep. Il dit aux soldats de s'accrocher, ayant besoin d'un tir de plus pour prendre ses marques. Soudain, le fusil est arraché de ses mains alors que la moto dérape violemment. Le soldat qui l'a battu a réussi à sauter de la Jeep sur leur moto. Le soldat traître s'agenouille à l'arrière de la Jeep, les prenant pour cible. Le tir du soldat atteint parfaitement le pneu arrière de la moto. Il dit à Sassoumine qu'il a toujours été un tireur d'élite, se vantant de son tir. Sassoumine essaie de corriger sa visée, insistant sur le fait que ce n'est pas son fusil habituel. Le soldat tire à nouveau, un tir parfait qui atteint le feu arrière de la Jeep. La moto perd le contrôle, glissant sur le pavé alors qu'il s'écrase. Ils continuent de dévaler la route, maintenant sur une trajectoire de collision. Ils prennent un virage serré, essayant d'éviter un accident frontal. La moto finit par s'écraser, les projetant tous les deux sur l'asphalte dur. Ses yeux s'écarquillent d'horreur en voyant le prochain mouvement du soldat traître. Le soldat dégoupille une grenade et la lance directement sur eux. Sassoumine se précipite sur son fusil, essayant de tirer à temps. Ses yeux se remplissent de terreur absolue en voyant la grenade voler vers lui. La grenade fend l'air, décrivant un arc parfait vers le duo à terre. Une énorme explosion engloutit la rue, envoyant des éclats et du feu partout. Le traître regarde l'explosion, une expression sombre sur son visage. Dans un éclair d'instinct, il saisit Sassoumine, utilisant son propre corps comme bouclier. Son visage est un masque de pure fureur alors qu'il traverse l'air enflammé. Il s'écrase sur le toit de la Jeep alors que Sassoumine est projeté par l'explosion. La rue est une scène de chaos, avec la moto accidentée et la Jeep détournée. Sassoumine réalise qu'il fait maintenant face à au moins 7 hommes armés dans une camionnette. Il s'inquiète pour le père, sachant que les renforts pourraient ne pas arriver à temps pour eux. Sa seule option est d'attendre que la camionnette parte et de trouver ensuite un abri. Il se dit d'être patient, accroupi derrière l'épave de la moto, mais un son étrange le fait tourner la tête avec une alarme soudaine. Il réalise avec une horreur grandissante que l'explosion a attiré une attention indésirable. Toute une horde d'infectés envahit maintenant la rue. Il se souvient d'un briefing militaire sur l'impossibilité de les tuer. L'instructeur a expliqué que seule la destruction du cerveau ou du cou fonctionnera. Une sueur froide perle sur son visage, alors qu'il se souvient de la dernière leçon. Quand vous êtes encerclé et à court d'options, la seule issue est une grenade. Sa main tremblante se referme sur l'acier froid de son dernier recours. Il attend, voulant synchroniser l'explosion pour qu'ils soient tous rassemblés. Au moins, de cette façon, il peut aider Seungwan en éliminant la horde. Ses yeux s'écarquillent d'une incrédulité absolue devant le spectacle impossible qui s'offre à lui. Les zombies n'attaquent pas, ils exécutent une danse bizarre et synchronisée. Il remet en question sa propre santé mentale, se demandant si le choc l'a rendu fou. L'une des créatures prend une pose gracieuse qui défie sa forme monstrueuse. Il se frotte les yeux, essayant de donner un sens à ce ballet surréaliste et terrifiant. Ils dansent ensemble dans la rue, ignorant complètement sa présence.
Ses yeux se plissent alors qu'il remarque quelque chose de profondément troublant à leur sujet. Il peut voir des expressions de désir désespéré et d'envie sur leur visage de mort. Une créature à plusieurs bras se déplace avec un rythme étrange et contre nature. Ce n'est pas un rituel avant un repas, c'est quelque chose de bien plus étrange. À l'unisson parfait, toute la horde s'effondre au sol. Leurs cris silencieux semblent être d'agonie et de désespoir, pas de faim. Une silhouette solitaire marche calmement à travers la masse grouillante de corps. C'est le pêcheur en salopette qui regarde avec une expression solennelle. Sassoumine aperçoit alors le père titubant pour se relever à proximité. Il lève les yeux, meurtri et ensanglanté, mais son œil rougeoyant est défiant. Le regard du pêcheur croise le sien. Un moment de reconnaissance silencieux, l'homme étrange enlève lentement son chapeau en signe de respect. Deux autres infectés apparaissent, disant qu'ils ont entendu des voix humaines et sont venus voir. Sassoumine se précipite aux côtés du père, lui demandant s'il va bien. Le père se serre la tête, demandant où ils sont, sa mémoire ayant disparu. Sassoumine explique qu'ils poursuivaient Li mais l'ont perdu lorsque d'autres sont intervenus. Une vague de douleur intense submerge le père alors qu'il essaie de se souvenir. Il crie de frustration, incapable de croire qu'il a perdu la piste de Mina. Une voix retentit soudain, leur disant de ne plus bouger. Le père lève les yeux, se demandant si c'est une sorte de chasse à l'homme. Une femme voilée et un petit enfant émergent, les suppliant de les aider. Ils se tiennent devant un bâtiment en ruine appelé le Sun Arcade Café. La femme explique que son groupe a été attaqué et plaide pour qu'on les emmène en lieu sûr. Il s'excuse froidement, disant qu'il ne peut pas perdre de temps avec eux. Le petit enfant se contente de regarder, mangeant une collation, tandis que Sassoumine monte la garde. Le père ferme les yeux, essayant d'ignorer ses appels à l'aide désespérée. Il dit à Sassoumine de les emmener à l'abri pendant qu'il cherche Mina seule. Il exige tous les détails sur le véhicule, déterminé à retrouver sa fille. Sassoumine dit que c'est une camionnette blanche avec des tatouages de 1000 pattes, mais y aller seul est un suicide. Le père se tourne vers la femme, lui demandant si elle connaît ses tatouages. Elle dit que oui, parce que ces mêmes personnes ont pris son enfant. Sa tête se redresse brusquement, un espoir soudain et désespéré s'allumant en lui. Il demande où ils sont, mais elle dit que sa fille pourrait être à leur abri. Elle explique que son groupe achète des enfants victimes de la traite pour les sauver des monstres. Il l'attrape, lui demandant désespérément s'ils ont trouvé une fille nommée Mina. Il accepte d'aller avec elle, décidant de vérifier d'abord son abri. Sassoumine l'avertit que faire confiance à une inconnue est un risque énorme. Le mot « risque » reste en suspens, lourd de sens, mais le souvenir du visage de Mina est toute la raison dont il a besoin. Ils arrivent à une porte fortifiée, un grand camion bloquant l'entrée. Un vieil homme déclare que quoi qu'il arrive, il n'y a aucune exception aux procédures d'entrée. Le père regarde Sassoumine, et ils commencent tous les deux à se déshabiller. La femme explique que c'est un contrôle de sécurité nécessaire pour assurer la sécurité de tous. Le père pense que c'est juste de la chance qu'il ait réussi à éviter toute égratignure. Le vieil homme le regarde fixement, avec un regard étrange et indéchiffrable. Le père lui demande s'il parle de la blessure sur sa tête. Le vieil homme rougit, un spectacle profondément troublant dans ce monde brisé. Il est complètement déconcerté par la réaction bizarre du vieil homme. Le garde lui dit que ça suffit et exige qu'il retire son cache-œil. Il tend la main, mais le père attrape rapidement son poignet, l'arrêtant. Le vieil homme insiste, disant que cacher quoi que ce soit est suspect. Le père sait qu'il n'y a aucune bonne raison de révéler son œil monstrueux. Le garde rétorque que puisqu'il est nu, il n'y a rien d'autre à cacher. Il attrape soudainement Sassoumine, intensifiant la confrontation tendue. Il dit que peu importe la taille du secret, c'est lui qui commande. Le garde presse le canon d'une arme sur la tête de Sassoumine, exigeant qu'il retire le cache-œil. La main du père jaillit, arrêtant la prise du vieil homme avec une vitesse incroyable. Dans un seul mouvement fluide, il utilise l'élan du garde contre lui. Il tord la robe de l'homme, se préparant à le projeter violemment au sol. Le vieux garde heurte le sol avec un bruit sourd, complètement maîtrisé par le père. Le garde lève les yeux choqués, lui demandant ce qu'il pense faire. Il explique froidement que c'est le garde qui a commencé et qu'il fait preuve d'une incroyable retenue. Il jette un coup d'œil au journal de bord du garde, l'accusant de compliquer les choses. Soudain, d'autres gardes armés apparaissent, l'entourant alors que le vieil homme répète sa demande. Impassible face aux armes, il leur demande s'ils ont vraiment l'intention de les mettre dehors maintenant. Il leur lance un dernier avertissement glacial de ne pas le forcer à retirer son cache-œil,